retard, on vient de terminer un panel, le ministre vient de terminer un panel, et il avait des conférences de presse. Bon, on va essayer de rattraper le train. Bon, je suis Patrick Bing, je serai le modérateur de ce panel. Monsieur le ministre, merci pour votre disponibilité, parce que ce n'est pas évident. Hein, et merci pour les panélistes, les copanélistes. Je vais essayer de paver le débat de façon à ce qu'on puisse entrer dans le vif du sujet et gagner du temps. Bon, quand je prends les statistiques mondiales sur les cyberattaques et surtout les statistiques sous-régionales sur les cyberattaques produites par un organe qui s'appelle CIOMAG, qui est un observatoire des pratiques numériques en Afrique, on se rend compte qu'en 2020, on a eu 28 millions de cyberattaques entre janvier et août en Afrique. Et CIOMAG, toujours le même magazine, fait des conjectures sur 2021 et pense que ces cyberattaques se sont accrues. Les raisons évoquées, c'est qu'avec la Covid-19, le développement du télétravail, suite aux mesures de confinement, l'utilisation des nouvelles solutions en entreprise, cloud, machin, mobile, analytique, etc., toutes ces solutions, et l'usage des terminaux mobiles, personnels, en entreprise et souvent à domicile, dans des modes de fonctionnement hybrides, ont accru, je dirais, le risque et les impacts potentiels des cyberattaques sur nos entreprises, nos organisations. Donc, les attaques, toujours PME, CIOMAG, les attaques informatiques et haute vol de data ont coûté au continent, en 2020, 3,5 milliards de dollars. C'est vous montrer les enjeux pour nos entreprises et pour la confiance de nos entreprises dans ce bouleversement, dans ce parcours vers la digitalisation. Donc, dans ce contexte post-Covid, où le digital est perçu comme levier essentiel pour construire la résilience de nos entreprises, on constate que ces cyber-risques sont de plus en plus développés, sont multiformes, multinatures. Donc il est important de pouvoir, dans ce débat qu'on va avoir cet après-midi, de donner toute la cartographie de la situation à nos entreprises qui nous regardent pour qu'elles soient garanties, pour qu'elles comprennent que des mécanismes sont possibles pour leur conférer la confiance numérique, pour qu'elles osent faire le pas, elles osent partir vers le digital. C'était un peu la fin du débat tout à l'heure, mais qu'on va reprendre ici. Donc, pour ce faire, on a pu réunir un parterre de spécialistes que je vais laisser se présenter, à part le ministre qui est connu, que je vais laisser se présenter. Je vais commencer par Madame. Je suis Linda Huimensin, DG de MTN Mobile Money. Roger Adom, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation de la République de Côte d'Ivoire. Désiré Ebi, manager cybersécurité chez EY Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, Léonard Cox, je suis vice-président de l'Institut Choiseul, qui est un réseau pour la promotion des jeunes leaders économiques en France, en Russie et en Afrique également. Je suis par ailleurs associé d'une PME française alternative qui opère dans le domaine de la cybersécurité et de la cyberdéfense. Pour la petite histoire, je suis l'ancien chef de cabinet de Pierre Gattaz. Et c'est pour ça que j'ai eu le plaisir de tisser des liens importants avec le patronat ivoirien et très honoré de participer à cette table ronde aux côtés des panélistes et du ministre. D'accord, merci. Ok. Je vais imiter mon prédécesseur dans l'autre panel. On va laisser le ministre s'exprimer après le premier tour de table. Question de consolider l'information pour que le ministre nous donne la vision. Voilà. Donc, je vais commencer par Ernst. EY. C'est mieux, EY. Bon, je vais commencer par EY. Pour parler le même langage cet après-midi, parce que les notions ont du sens et le plus souvent plusieurs sens. Donc, je souhaiterais, dans un premier temps, qu'on fasse un effort d'explication de ce que c'est que ces concepts de cyberattaque, cybermenace, cybersécurité, de façon à ce qu'on ait une acceptation commune
et qu'on évolue ensemble dans la compréhension des stratégies qu'on va proposer tout à l'heure. Donc, monsieur. Très bien. Moi, je suis très heureux de pouvoir participer à ce panel. Ouais. Merci pour votre question. Bon, je vais essayer de poser les bases avec tout le monde Tout à fait. de ce que c'est une attaque cybersécurité. C'est rien de nouveau, hein. À l'époque, ça s'appelait la sécurité informatique. Maintenant, on l'appelle la cybersécurité. C'est beaucoup mieux présenté. L'essentiel, c'est que des individus, quand à grade mal intentionnés, vont utiliser des outils informatiques pour accéder à des informations qui sont les vôtres et qui sont votre propriété. Ça peut être des informations financières, ça peut être des informations personnelles, toutes les natures d'informations qui pourront être, elles, réutilisées par ces individus-là à des fins soit lucratives, soit elles ou une orientation qui est plus ou moins dirigée par des ambitions, des directions politiques de ces organisations. Je pense en disant ça aux activistes qui vont être plus orientés sur des sujets qui sont liés à l'environnement, par exemple, ou au traitement d'une partie de la population qui ne trouve pas forcément en adéquation avec leurs valeurs. J'essaie de ne pas utiliser de termes trop techniques pour présenter ce sujet-là, pour éviter de perdre la moitié de la salle. Sinon, on parlera entre nous et ce ne sera pas intéressant. Ensuite, une fois qu'on présente ce cadre-là, quel type d'attaque vous pouvez avoir en matière de cybersécurité? Il y en a pléthore, hein. Mais celles qui sont les plus courantes, et celle qui est la plus courante en ce moment, c'est l'attaque de type ransomware. Ransom, c'est rançon. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est envoyer via un autre canal d'une attaque, qui est une attaque de type phishing. Phishing, c'est la dénomination en anglais du terme hameçonnage en français. L'idée, c'est de faire croire à une personne qui va être la cible que cette personne-là bénéficiera de quelque chose en allant regarder ce que vous lui proposez. Donc, je vous envoie un email, par exemple, en vous vantant des choses extraordinaires. À une certaine époque, en Côte d'Ivoire, les gens ils vendaient des terrains en veux-tu, en voilà. On proposait des offres de terrains à des personnes à des prix qui défiaient toute concurrence. Forcément, il y a l'appât. Donc, il y a des gens qui vont y aller. Ça, c'est le cadre du phishing. Les cyberattaquants ont utilisé ce cadre-là qui fonctionne très bien. Dans le thème de la présentation d'aujourd'hui, vous avez parlé d'abord de cyberattaque de masse. Le phishing est une cyberattaque de masse, à la base. Les ransomware sont un outil qui a été rajouté aux attaques de type phishing pour permettre de demander une rançon aux populations qui vont être attaquées. Donc, moi, j'ai décidé, par exemple, d'attaquer, sans vouloir vous cibler, Madame Aoui, MTN. Elle parlera tout à l'heure. Je vais faire quand même, c'est pas grave. J'ai décidé d'attaquer MTN. J'enverrai un mail à Madame Aoui et dedans, je l'inviterai à aller cliquer sur un lien ou toucher ou ouvrir un fichier qui sera dans le mail. Une fois qu'elle l'aura fait, il y aura son environnement, donc son ordinateur ou tous les serveurs qui sont liés ensuite à cet environnement-là vont être chiffrés. L'idée, c'est on vous demande un mot de passe pour y accéder. Vous n'avez plus du coup accès à votre donnée. Et comme la donnée, c'est la clé, moi, je vous demanderai en contrepartie une rançon. Pour que ce soit marrant, il ne faut pas la demander dans un mois, hein. Il faut la demander dans 3 heures. Et comme ça permet à la personne qui est en face et qui a été attaquée de réagir, mais le plus rapidement possible. Cette attaque-là, aujourd'hui, elle est très, très répandue dans le monde. Et vous allez voir, hein, il y a un cas qui est récent. Je pense que c'est le cas de Colonial Pipeline. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Ça a été diffusé dans plusieurs médias parce que ça a paralysé une partie des États-Unis juste pour la distribution de gazoduc. Bon. Il y a eu d'autres attaques avant. Il y en aura d'autres encore demain. Pour autant, on a des mécanismes pour se protéger. Retenez une chose, c'est que les cyberattaques sont légion. Il y en a plusieurs. Si vous pouvez trouver sur tous les articles, nous, EY, chaque année, on produit un article qui s'appelle le Global Information Security Survey, le JSS. On l'a fait, ça fait 22 ans qu'on le fait. Chaque année, on produit les tendances qui sont liées en matière de cybersécurité et on met en avant ce qui pourrait se passer ou ce qui va se passer. Et dedans, vous avez toujours le top 10 des menaces. Et en numéro 1, ces dernières années, ça a toujours été les attaques de type phishing avec la variante ransomware.
Ok, d'accord. De votre point de vue, quels sont les facteurs qui facilitent la porosité des systèmes d'information de nos organisations, entreprises, administrations, etc. Et contextualisons au cas de l'Afrique, en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, nous, on a pris le temps de contextualiser. Ouais. En 2020, on a fait un baromètre cybersécurité pour uniquement l'Afrique francophone. Donc, on a mené ces études-là sur 10 pays en Afrique francophone. On a ciblé la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, et utilisé notre réseau de cabinets qui est installé dans ces pays pour collecter de l'information sur ce qui se passe dans ces pays. De manière contextuelle, nos organisations n'ont pas encore le niveau de maturité suffisant pour pouvoir se protéger, premier élément. Vous avez parlé de la Covid-19 en parlant de nouvelles habitudes de travail, bring your own device avec tout le monde qui utilise son téléphone. Le fait de pouvoir travailler depuis chez soi, ça a ramené de nouveaux facteurs, de nouveaux axes d'attaque pour les cyberattaquants. Et autre élément, la porosité dans l'administration ou même dans les entreprises est essentiellement et en grande partie liée aux failles ou aux vulnérabilités qu'on peut avoir sur nos équipements. Quelquefois, il y a déjà les correctifs qui existent. Comme nos organisations, comme je disais au départ, n'ont pas cette maturité-là, les correctifs ne sont pas forcément toujours installés. Et vous avez des attaques qui pourraient être traitées ou évitées longtemps avant, qui se retrouvent à être exploitées et handicaper des entreprises parce qu'on n'a pas ces capacités-là. Pour moi, c'est maturité, sensibilisation des organisations qu'il faut traiter pour pouvoir, au moins à minima, réduire le risque des attaques. Après, on passera au niveau supérieur des attaques qu'on peut avoir en matière de cybersécurité. Ok, d'accord, merci. Je vais passer à Madame Elie. Vous pilotez MTN MFS Côte d'Ivoire. MFS Côte d'Ivoire, et vous êtes au cœur d'un service numérique financier, c'est des services financiers mobiles qui sont à la charnière de deux mondes, l'univers digital et l'univers financier. Donc à la charnière de deux systèmes de régulation. Donc, c'est un produit qui expose au sens où il a un très bon taux de pénétration quand on connaît l'évolution du parc d'abonnés sur ce type de service. Quels sont, selon vous, les risques actuellement, les risques d'exposition de votre plateforme qu'on constate parce qu'on regarde, quand on regarde tous les réseaux sociaux, quand on regarde souvent dans les plaintes au niveau de l'autorité de régulation des télécommunications, il y a beaucoup d'utilisateurs qui se plaignent sur la fraude, sur l'utilisation de leur compte. Souvent, ils ne savent pas comment. Quelles sont, selon vous, les raisons de ces problèmes? Est-ce que c'est réellement des problèmes techniques de vos plateformes ou bien est-ce que c'est uniquement que du buzz? Parce qu'on voit chaque jour des plaintes, mais qui le plus souvent ne sont pas justifiées quand on les regarde. Donc, moi, j'aimerais avoir une cartographie des vrais risques de cyberattaque sur vos plateformes. Alors, je pense qu'il faut qu'on revienne un peu à certains fondamentaux pour justement essayer de cartographier ces risques. Alors, quand on parle de nos plateformes, premièrement, je pense que le groupe MTN, dans sa stratégie globale, a la sécurité, la cybersécurité comme un des piliers. Donc, chaque année, nous avons ce qu'on appelle un plan Marshall qui est mis en place sur la base d'évaluation de risques sur nos plateformes. Donc, on déploie des outils pour pouvoir justement adresser des problèmes qui pourraient survenir. Puisque aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est autour de la cybercriminalité est très, très évolutif. Okay? Et donc, cette évolution-là, on est obligé à chaque fois de mettre à jour notre plateforme. Mais il y a un élément qui est assez critique dans nos pays et dans notre business aujourd'hui, il a à voir avec l'éducation de nos clients. Et ça, c'est fondamental.
quand vous parlez des cas que le régulateur reçoit, vous allez voir que 99,99% des cas sont des cas d'arnaque. Ce ne sont pas des fraudes. Ce ne sont pas des cas de cybercriminalité très, très sophistiqués comme voilà, cela nous a été présenté. Non, ce sont des cas d'arnaque où on va dire à la personne, voilà, je vous ai envoyé 150 000, je me suis trompé, ramenez-moi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les outils que nous mettons à la disposition des populations, des outils de sécurité, qui sont donc le mot de passe, hein, sont ces mêmes outils-là qui sont quand même utilisés par les abonnés pour pouvoir justement donner accès ou renvoyer les fonds à ces personnes. Donc, quelque part, je pense que le gros élément et le gros enjeu va avoir avec l'éducation. Et ce que nous faisons autour de ça, ça va être donc de l'éducation par des SMS, de l'éducation sur le digital, de l'éducation en contact, parce que nous avons des équipes terrain donc, qui déploient, voilà, qui sont au contact des populations, qui vont les éduquer. Et c'est quelque chose vraiment que nous mettons en place. En plus de ça, je pense que par ailleurs, maintenant qu'on va aller voir nos plateformes, qui sont quand même des plateformes qui sont assez solides, vous allez voir que les techniques qui ont été évoquées, donc le cryptage de données, nous avons aussi des systèmes, nous avons des experts. Déjà, on pense que l'humain est un facteur très, très important dans tout ce qui est cyberdéfense. Donc, il faut avoir des personnes compétentes, mais qui sont capables de s'adapter. L'adaptation, pourquoi? Parce que, comme je le disais, c'est des choses qui évoluent tellement vite. Et donc, ce sont des personnes qu'on va former continuellement pour pouvoir surveiller nos plateformes. On a des mécanismes de surveillance continue, qu'on met en place, des transactions, des activités, de tout ce qu'on fait pour justement pouvoir identifier ces risques-là. Et par ailleurs, nous nous soumettons nous-mêmes à des tests d'intrusion, de manière récurrente pour vérifier la solidité de nos plateformes. Voilà. Super. Donc, vous êtes confiante? Très. Ok, super. Très, très confiante. En termes de benchmark, après je vais vous passer la parole pour certainement donner plus d'éléments sur les statistiques, puisque vous tenez des observatoires. Voilà. Non, c'était pour la confiance. Il ne faut pas trop l'afficher. Nous avons confiance. Donc, en termes de benchmark, comment vous vous positionnez par rapport aux autres de la place, aux autres opérateurs? Écoutez, malheureusement, je laisserai peut-être cette question à ceux qui savent faire ce benchmark-là. Bon, et moi, n'étant pas technicienne de base, je n'oserais pas m'aventurer sur ce benchmark. Mais ce que je dis, c'est que nous avons vraiment des stratégies qui sont qu'on essaie de rendre le plus adapté et le plus pertinent, de sorte à nous éviter toutes sortes d'attaques, etc. Mais c'est clair que, comme je le dis, ce sont des choses qui évoluent très rapidement et on a un besoin constant de faire des mises à jour de nos systèmes, de faire des mises à jour de nos employés, de sorte à ce que tout le monde soit au bon niveau. Ok, merci. Bon, Léonard, on a vu avec EY, je ne vais pas dire Ernst, EY cette fois-ci, que les principales cyberattaques, c'était du phishing, après du ransomware. Et on a vu que la porosité était due à l'absence de déploiement de bonnes pratiques, de gouvernance même de la sécurité dans certaines entreprises. Sans entrer dans les détails de la technique, puisque ici c'est des CEO, ce n'est pas des responsables des systèmes d'information, quelle serait selon vous la nature des mesures de riposte qu'il faut mettre en œuvre dans nos organisations pour qu'on soit safety compliant, comme on dit, voilà. Merci de la question. Alors effectivement, il va être compliqué de ne pas rentrer dans la technicité pour répondre à la question. Et de fait, je vais me permettre de commencer mon propos avec une anecdote liée à la CGECI, au thème de cette académie, à savoir la notion de crise. Moi, j'ai le souvenir, justement,
il y a fort longtemps au MEDEF, et j'en reparle parce que nous avons des liens très étroits avec la CGECI. La première université d'été de Pierre Gattaz a été consacrée au thème de la crise. On était arrivé, Pierre Gattaz a été élu, les équipes lui ont porté un projet d'université d'été qui ne correspondait pas du tout à la réalité des patrons. Pierre a dit, nos indicateurs économiques sont en rouge, nous sommes en crise, faisons une université sur le thème de la crise. Et pourquoi la crise ? Parce que si on regarde l'écriture chinoise du mot crise, c'est d'une part le danger et d'autre part l'opportunité. Et ça correspond à notre réalité, et c'est pour ça que la CGECI, me semble-t-il, a fait ce choix sur la crise et la résilience. La cybersécurité, c'est la même chose. C'est une véritable menace, c'est incontournable, mais c'est avant tout, et avant toute chose, une opportunité quand on sait l'adresser, quand on sait la saisir. Vous avez rappelé quelques chiffres, je voudrais en partager d'autres avec vous, si vous le voulez bien. Tout à fait, tout à fait. La cybersécurité, le marché de la cybersécurité, c'est en 2023, donc dans les années à venir, mais c'est demain, 2023, 150 milliards de dollars. La question que je me pose, puisque moi j'ai l'évaluation pour la France, sur le chiffre d'affaires en France de la cybersécurité, ce sera 13 milliards de dollars. Et la question que je pose et que je challenge et que j'aime à poser, pardonnez-moi, c'est de dire combien est-ce qu'on peut générer de chiffre d'affaires en Côte d'Ivoire sur ce marché de la cybersécurité, ayant conscience que nous avons des entreprises dans la tech en Côte d'Ivoire qui sont performantes. Et comment est-ce qu'on peut capter une part de ce marché ? C'est là où est pour moi ce point d'opportunité. La deuxième chose, il faut en avoir conscience, le coût de la cybercriminalité en 2021, donc là on est en train de clôturer les analyses, c'est 600 milliards de dollars. C'est absolument monstrueux, c'est 0,8% du PIB mondial. Donc on voit les masses qui sont générées, qui sont impactées pour nous, dirigeants d'entreprise, et donc le champ des vulnérabilités ne cesse de croître, pour le coup, véritablement. On voit bien la transformation des acteurs publics, privés. On voit bien, tout le monde parle de Smart City, de villes intelligentes partout, le déploiement de la 5G, tout ça sans parler de la crise Covid dont vous parliez tout à l'heure, et des évolutions comportementales liées au télétravail. Il y a une accélération, de la transformation digitale, c'est une évidence, mais des vulnérabilités. Et tous les acteurs sont concernés, au premier rang desquels les décideurs politiques, au niveau national, au niveau local, les chefs d'entreprise, mais aussi nous-mêmes en tant qu'individus, puisque nous sommes sujets à des attaques, nous-mêmes en tant qu'individus, et au niveau de nos familles, puisqu'on parle le plus souvent d'aller chercher des données personnelles qui nous concernent. Donc je me permettais de faire cette mise en perspective. Alors mon collègue a très bien fait le point sur les différentes menaces qu'il existe et les plus courantes. Je voulais vous donner juste une chronologie, et je n'aurai pas l'occasion de faire une présentation sur le sujet, mais pour vous dire, une cyberattaque, ça peut aller très vite si on prend, nous, c'est ce qu'on a observé régulièrement sur une zone géographique. En 3 heures de temps, on peut avoir différents types d'attaques sur une ville donnée. Si on prend une ville de 90 000 habitants, moi dans mon cas d'exemple, je parlais de Cityville, une famille peut faire l'objet d'un phishing dont parlait mon collègue tout à l'heure à 9h12. À 11h58, c'est une entreprise qui fait l'objet d'un espionnage. Et l'espionnage, à quoi ça sert ? Les hackers vont venir chercher vos données professionnelles, les données personnelles de vos collaborateurs. Ça a une valeur pour revendre à la concurrence, par exemple. Et dans le même temps, la mairie et les hôpitaux de la ville sont bloqués par un ransomware. Je me permets d'ailleurs un petit mot, si jamais demain, et ce sera malheureux, mais malheureusement, pour le cas de la France, en tout cas, on sait qu'une entreprise sur 2 en France a vu un de ses partenaires commerciaux hacker l'année dernière. Donc tout de suite, ça casse la relation commerciale de notre propre entreprise, mais aussi de votre partenaire. Et on a connu en France, je vous donne l'exemple de la France, pardonnez-moi, mais on a vu une recrudescence considérable des attaques et des ransomware en France,
pendant la crise Covid. Et pour une seule raison, c'est que les hackers dans les différentes zones internationales savent que le patron français, en France, il paye. Il cède à la rançon. C'est pour ça qu'ils ont ciblé la France. Donc si je peux me le permettre, outre le fait d'avoir la capacité de signaler, de donner l'alerte et d'avoir en ligne un spécialiste de la cybersécurité, si vous, en tant que dirigeant d'entreprise, vous êtes pris à la gorge, pour le coup, par une attaque, un ransomware, prenez le temps avant de payer. Il y a toujours des négociations à faire. Il ne faut pas céder, même si votre entreprise est bloquée pendant une journée ou pendant 3 semaines. Il y a toujours des négociations à conduire. Nous, ce sont des réflexes qui sont communiqués aux chefs d'entreprise. C'est absolument essentiel. Alors, sans rentrer dans le détail, si vous êtes déjà équipé en cybersécurité ou que vous souhaitez, dans le cadre d'une transformation digitale, intégrer, et vous allez vous y retrouver, s'il y a des spécialistes de sécurité informatique dans la salle, on retrouve 5 grandes étapes pour se protéger. D'abord, c'est l'étape du conseil. Elle est primordiale. C'est comme quand on fait de la transformation digitale, on doit être accompagné par des experts de la cybersécurité. Ça, c'est absolument essentiel. La deuxième étape, et qui doit démarrer dès le début, c'est la sensibilisation. La sensibilisation des dirigeants d'une entreprise, la sensibilisation des collaborateurs. Vous le disiez tout à l'heure, enfin vous l'avez laissé entendre, on a beaucoup de failles de sécurité qui sont liées au comportement des dirigeants eux-mêmes et des collaborateurs. Ça, c'est le deuxième bloc de travail, et cette sensibilisation, voire ces formations, se doit être réalisée en continu. Oui, on se dit ça peut être une charge, un coût. Toujours est-il que quand on entame une démarche de transfo numérique, on pense à la sécurité, et la formation, la sensibilisation au quotidien, c'est déterminant. Le troisième bloc est lié à la protection et à la prévention. Donc là, il s'agit de regarder vos systèmes et votre architecture des systèmes d'information. Et encore une fois, ça paraît évident, mais dans une entreprise, l'architecture et le système d'information va jusqu'au smartphone. Donc il faut absolument tout couvrir pour déployer les bonnes applications, les bons logiciels. Je ne rentrerai pas par device, je ne vous ferai pas par device de ce qu'il faut comme élément, mais en tout cas, là-dessus, à chaque device, c'est protection. Deuxième étape, c'est qu'une fois que vous avez mis en place, quatrième bloc, une fois que vous avez mis en place votre cybersécurité, vous avez vos logiques de contrôle, de reporting, de monitoring, y compris des comportements pour voir si on n'est pas traqué. Et les mises à jour réseau logiciel systématiques, c'est de la bonne pratique, mais ça doit être fait. Enfin, vous avez tout ce qui relève du renseignement et de l'investigation. Malheureusement, c'est ce qu'on lance quand on a subi un incident et une cyberattaque, mais c'est le cinquième bloc. Je pourrais, par l'intermédiaire de monsieur le modérateur, vous faire passer une présentation pour expliquer ces grandes étapes. La première chose derrière, c'est avant tout des bons réflexes. Je vous le disais, la sensibilisation, c'est primordial. On pense à des mises à jour, c'est tellement simple, mais qui dans son entreprise met toutes les semaines ces logiciels à jour? Personne. Pourtant, ça devrait être le premier réflexe. Qui fait attention à l'ouverture d'un mail? Personne. Ça devrait aussi être le premier réflexe. Dans nos entreprises, il est déterminant, et c'est le sujet cybersécurité lorsqu'on passe en transfo numérique ou qu'on y est déjà, de faire monter la cyber, et c'est essentiel au niveau de la gouvernance de l'entreprise. C'est déterminant, oui, ça implique des budgets. Mais on a besoin de création de compétences. En tout cas, selon certaines études qui ont été réalisées auprès de dirigeants d'entreprises par pays en Europe, on constate que plus de 52% des dirigeants d'entreprises ont conscience qu'ils doivent créer des compétences en interne, en s'outillant avec des RSSI, voire en sous-traitant, mais c'est déterminant. Ok. Voilà. Pardonnez-moi. Je vous laisse terminer. Alors, et je vais terminer. Lorsque vous vous équipez en solutions cybersécurité, choisissez un prestataire ou des partenaires qui vous offrent des garanties de protection des données personnelles. Choisissez si je peux me le permettre, et si l'offre capacitaire est là, elle est là, puisqu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a des acteurs, je pense notamment à Talentis ou à d'autres acteurs qui sont présents ici, c'est pas parce que j'ai un bandeau autour du cou, Orange Cybersécurité, ce sont des gens qui ont des savoir-faire, de vraies méthodes, mais qui
un, contribue au développement local, et deux, c'est un point assez essentiel et c'est une opportunité. Adresser la cybersécurité, c'est permettre la construction de spécialistes et d'entreprises spécialisées en Côte d'Ivoire sur la cybersécurité pour en faire un atout et donc contribuer à cette logique d'indépendance technologique. Okay. C'est quelque chose auquel on est très attaché. Quand on fait de la sécurité, il ne faut pas se rajouter une dépendance de plus, il faut aller rechercher de l'indépendance technologique. Ok, super. Je pense qu'on abonde tous dans cette vision. Le ministre même, on a compris que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Déjà, au niveau des entreprises, des organisations, elles doivent déployer ces catalogues de bonnes pratiques. C'est l'affaire des collaborateurs dans nos organisations. On doit avoir une hygiène numérique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, une vraie hygiène numérique. On ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas tout. Mais il y a aussi la responsabilité de l'État pour organiser, structurer la sécurité sur nos cyberespaces. Et je sais que la Côte d'Ivoire est en train de se s'outiller dans cette démarche. Et j'aimerais que le ministre, M. Roger Adom, vous nous brossez vraiment les big pictures, hein, sans entrer vraiment dans le détail de ce que nous sommes en train de faire en Côte d'Ivoire pour garantir la sécurité de notre cyberespace. Merci Patrick. Je n'aurais pas la prétention d'être aussi bon que mes amis de panel, donc je serai à un niveau beaucoup plus macro, qui va aborder des sujets ou des enjeux de politique nationale. Mais déjà, ce que l'État vous doit des conditions de vie agréables, des conditions de vie sûres, et puis l'État vous doit aussi une justice, ou bien en tout cas des institutions qui vous permettent des réparations en cas de préjudice. Donc, comme on le disait tout à l'heure, la cybersécurité ou bien le digital, ça fait partie des nouveaux risques. Et l'État doit s'adapter à ces nouveaux risques. Donc, aussi bien qu'on vous doit une parfaite sécurité physique sur le territoire ivoirien, on vous doit un cyberespace protégé. Donc ça, c'est ce que l'État vous doit et ce à quoi l'État s'adapte. Donc, nous avons donc plusieurs axes de travail. Le premier axe, qui est l'axe le plus important, c'est l'axe déjà de se dire qu'il faut que, du point de vue légal et réglementaire, nous ayons un arsenal juridique qui permette de protéger les citoyennes ivoiriennes, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, en cas d'attaque. Et puis quand je parle de citoyens, je parle aussi bien de personnes que d'entreprises. Donc il faut un arsenal juridique qui soit à la hauteur. Donc il y a eu la loi de 2013, la loi 451, sur la cybercriminalité, dont d'ailleurs on a doublé certaines peines qu'on va présenter au Parlement dans dès que possible, donc qui permet donc déjà d'avoir un arsenal juridique suffisant. Ça, c'est le premier point. Le second point, comme je disais tout à l'heure, c'est la protection du cyberespace. Le troisième point, c'est de faire en sorte que dans notre pays, il y ait réellement la confiance numérique. Qu'on ait confiance en notre espace. Si quelqu'un se connecte sur un site ou bien prend une adresse, on sache que tout ceci est sécurisé, que ce sont des sites de confiance. Et que s'il n'y a pas de confiance, l'État et la justice ivoirienne auront la capacité à réparer le préjudice ou bien à traiter l'État. Et je sais qu'il n'y a pas très longtemps, je parlais avec un juriste sur certains points qui me disait qu'il y a deux notions de vol. Ce n'est pas forcément la même chose. Voler physiquement et voler logiquement, ce n'est pas la même chose. En ce qui me concerne, moi, en tant que personne, voler, c'est voler. Donc, voler, c'est prendre ce qui ne t'appartient pas. Donc, que tu le prennes en prenant cette bouteille-là, ou tu le prennes en allant sur un ordinateur pour prendre quelque chose, ça ne t'appartient pas. Que tu aies volé 10 000 francs de quelqu'un, ou bien 10 000 francs en utilisant le logiciel d'un opérateur, enfin, quel qu'il soit, il y en a 4 aujourd'hui, c'est le même type de vol. Et donc ça, il nous faut apporter des réponses. Après, il y a un point qui est important, c'est vrai qu'on peut avoir les différents principes, mais si on n'a pas le capital humain, si nous n'avons pas les compétences sur notre marché, nous avons des difficultés. Donc il est important de faire monter le capital humain. Ce qu'il faut voir en Côte d'Ivoire, on a quand même une école qui s'appelle l'ESATIC, donc qui est une école d'excellence dans le domaine de la cybersécurité, donc qui est reconnue mondialement. Bon, nous ne formons pas suffisamment de jeunes encore aujourd'hui,
puisque les articles sur l'année 2021-2022 n'aura que 751 élèves. Il y en avait 701 l'année dernière, en 2020-2021. 2021-2022, c'est 751 élèves dans différents domaines. Et puis, si on prend l'INPHB, l'IST, ces deux universités, globalement, dans le domaine du numérique, la Côte d'Ivoire forme environ 400, il y a 400 diplômés par an. Ce n'est pas suffisant et ils sont automatiquement happés par le marché national, voire même par le marché mondial. Et aussi, au-delà donc de la confiance numérique, au-delà donc des textes réglementaires, il faut une agence pour piloter la cybersécurité, pour piloter la cybercriminalité. Donc, tel que c'était fait aujourd'hui, c'était l'ARTCI qui pilotait, mais l'ARTCI, au-delà de la régulation des télécoms, de la régulation postale, avait du mal, enfin, pas du mal, c'est pas le dit, ne gérer aussi la partie sécurité. Mais donc, selon les règles de l'art, il faut une agence spécifique chargée de faire ceci. Et comme l'ARTCI aussi est une agence qui est considérée comme indépendante, quand, étant donné que la sécurité, que ce soit cyber ou pas, c'est un domaine régalien de l'État, on ne peut pas la mettre entre les mains d'une agence qui est considérée comme indépendante. Donc il faut une entité qui réponde de l'État et qui a la capacité à impulser les choses. Et pour terminer aussi, il y a toute la coopération internationale. Donc il y a plusieurs types de coopération. Il y a déjà avec la CEDEAO, où nous avons une coopération avec l'État de la CEDEAO sur certaines normes. Donc il n'y a pas très longtemps, nous avons organisé un symposium avec la CEDEAO pour parler de OQARSI, excusez-moi du terme, mais peut-être que je vous explique ce que ça veut dire, mais donc c'est ça, d'organisation des différents types de normalisation. Il y a aussi avec le Smart Africa, où la Côte d'Ivoire est pilote dans le domaine de la cybersécurité. Il y a, avec l'Union africaine, il y a eu la Convention de Malabo, que nous sommes en train d'adopter. Et au niveau avec l'Union européenne, il y a la Convention de Budapest, que nous n'avons pas encore adoptée, et nous prenons les voies et les moyens pour les adopter. Donc voilà, principalement, pour résumer, donc c'est la confiance numérique avec un arsenal réglementaire et juridique, des compétences, un cadre institutionnel qui fonctionne, et puis aussi pour terminer, une coopération internationale, puisque nous ne sommes pas seuls dans le monde, et puis le voisin, si, comme on parlait de poreux, si le voisin est poreux, nous sommes poreux aussi. Donc faire en sorte que du point de vue international, nous participons à tout cet arsenal-là. Donc voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas avoir répondu à votre question. Je pense qu'on a cet overview, ça nous fixe le cap, parce que c'était important de comprendre ce que l'État met en place pour garantir une cybersécurité dans notre espace. Et je pense que les dispositions qui sont prises sont le reflet des bonnes pratiques au niveau international et même au niveau Smart Africa, puisqu'il y a des recommandations à ce niveau. Et je pense qu'on est preneurs. Et puis nous-mêmes, opérateurs, le ministre nous a fait l'honneur de nous associer dans la réflexion et dans, je dirais, dans la construction de cette cyber-stratégie nationale. Tout à l'heure, on a parlé de la nécessité d'un écosystème des acteurs de la sécurité. Léonard, on peut m'en dire un peu plus? Oui, alors c'est toujours ce sujet de l'opportunité, et je me permets le constat. Il y a des acteurs performants en Côte d'Ivoire, des entreprises ivoiriennes performantes dans le secteur des nouvelles technologies. On le sait, il y a un marché à adresser, il y a une volonté politique de construire un cadre, créer avec des liens publics-privés des champions. Des champions privés. Et c'est ce qu'on le voit dans le domaine de la cybersécurité. On se dit que rapidement, la filière de la cybersécurité en Côte d'Ivoire, par exemple, mais moi j'en suis convaincu, peut être un atout majeur sur la scène régionale et internationale, véritablement. Et donc, la constitution de l'écosystème, comme vous l'indiquez, Patrick, c'est absolument nécessaire. Avoir une capacité que les entreprises locales puissent se réunir, puissent être valorisées. Ça passe également pour ce qui est de leur croissance par une logique de commande publique, où on a des critères, où on réserve des marchés. C'est un de mes combats en France et en Europe, pardonnez-moi, donc je le dis, mais c'est une évidence, où on réserve des marchés pour des entreprises locales, donc des entreprises ivoiriennes, et ça passe aussi par la commande privée. C'est essentiel. Lorsqu'on veut bâtir une filière, construire sa souveraineté numérique, et le cas, moi je le vis au quotidien,
il faut que les grands décideurs privés aussi se tournent vers les entreprises locales. Nous, c'est une demande qu'on fait régulièrement en France vers de grandes entreprises en disant vous avez des acteurs de cybersécurité et donc d'indépendance technologique qui existent, adressez une partie de vos budgets, de vos achats sur ces acteurs-là. C'est comme ça qu'on construit l'écosystème. C'est un, par la valorisation, la mise en réseau, deux, par le financement, mais un financement fléché, intelligent, ce qui permet de construire un écosystème et de faire d'une filière de la cybersécurité une véritable force sur au-delà des frontières de l'État, si je me permets de le prononcer comme ça, Monsieur le Ministre. Okay. Je souhaiterais, avec Madame Ewi, comprendre la problématique au niveau des services financiers mobiles. Tout à l'heure, on avait dit dans mon propos liminaire que vous êtes à cheval sur deux régulations, deux univers. Quand il y a un problème avéré, parce que tout à l'heure, on a dit que c'était pas des problèmes avérés. Quand il y a un problème vraiment avéré, qui est responsable? Auprès de qui l'utilisateur, le consommateur de votre service doit se plaindre? Alors, déjà, la première chose, je dirais, quand il y a un problème, avéré ou pas, parce que le client final, pour nous, c'est assez important qu'on puisse être à son écoute et qu'on puisse lui expliquer exactement. Donc, quand il y a un problème, la première personne ou la première entité, en tout cas que nous, vers laquelle le client peut se tourner, c'est nous. C'est nous. Nous avons donc un call center, nous avons des points de service un peu partout sur le territoire. Nous recevons aussi des courriers, notre service juridique. Le client vraiment doit pouvoir se rapprocher de nous. Et nous mettons en place tous ces mécanismes-là pour lui donner cette facilité. Parce que déjà, dans cette première étape, nous avons la capacité de lui dire justement si le problème il est avéré ou pas, de lui faire comprendre un peu voilà, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que ça ne devrait plus se passer. Et pour certaines situations, aller même jusqu'à lui faire un geste commercial pour pouvoir voilà, lui éviter, il a subi un préjudice. Certes, dans certaines situations, il a pu peut-être rentrer, mais on dira à ce moment-là, voilà le geste commercial, après ça va vraiment bien expliquer. Ensuite, le client, il a la possibilité d'aller vers le régulateur, tout simplement, et d'expliquer son problème. S'il pense qu'il n'a pas eu... Et nous avons l'autorité de régulation? Alors, aujourd'hui, l'autorité de régulation vers laquelle les populations se tournent le plus simplement ou le plus rapidement va être la RTCI. Okay. Et je pense que la porte ne devrait pas nécessairement être fermée, puisque, comme vous le dites, nous sommes à la lisière. Et donc, à chaque fois que nous avons été approchés pour des cas particuliers, nous avons répondu clairement avec les éléments. Nous avons pris en charge la plainte du client et nous avons trouvé la solution idoine. Le troisième élément, le client a le droit de se plaindre. C'est-à-dire que pour certains cas où effectivement il a eu, et quand je parle d'arnaque, etc., il faut qu'il se plaigne. Il a le droit de se plaindre, poser une plainte formelle. Et dans ces cas-là, quand on parle de coopération, nous avons justement énormément de cas de coopération avec les entités réglementaires, la gendarmerie, la police, la DITT, etc., pour apporter le support pour pouvoir régler ces différends-là. Nous sommes même allés dans des cas, nous porter plainte pour des cas qui ont impacté certains de nos clients, pour pouvoir justement débloquer voilà, une investigation légale, etc. Donc, les voies, elles existent et on les met vraiment à disposition de nos clients. Maintenant, très récemment, nous avons commencé aussi à reporter ces cas depuis fin 2020. Donc, nous avons commencé à les reporter officiellement donc à la Banque centrale, qui, pour l'instant, en fait, fait une revue chaque mois de ces cas que nous reportons. Et si besoin est, nous pose des questions que nous clarifions, etc. Voilà. Okay, merci. Toujours dans la suite de nos échanges, toujours pour assurer nos
entreprises et organisations qui veulent faire le pas sur le digital. Je souhaiterais qu'on puisse regarder les statistiques contextuelles dans notre environnement. Nous, quand on veut avoir des éléments de benchmark sur nos pays au niveau de la sécurité, on regarde le Global Index, Sécurité Global Index, où la Côte d'Ivoire a un certain nombre de positions, je crois 11e en Afrique et 75e dans le monde, un truc comme ça. Je pense que c'est ça, du moins en 2010. Vous qui avez un observatoire plus détaillé, je souhaiterais avoir votre avis par rapport à ce type de statistiques, vraiment pour objectiver la situation. Parce que notre ministre est en train de construire la stratégie. Je ne sais pas si vous avez partagé le document, mais il est important qu'on ait votre feedback sur cette situation pour que nos opérateurs, nos entreprises puissent avoir ce niveau de confiance numérique pour faire le pas. Voilà. Donc, quelle est la situation réelle? Alors en fait, en tant que EY, nous avons des statistiques sur les menaces ou les attaques qui peuvent avoir lieu dans plusieurs domaines. On a des éléments qui sont liés à des secteurs. On n'a pas la prétention de pouvoir dire qu'on aura les statistiques pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas notre rôle. Afrique, oui. Donc, pour l'État de Côte d'Ivoire, je ne pourrais pas répondre, même si on a collaboré avec l'État de Côte d'Ivoire sur des sujets que vous avez évoqués tout à l'heure. Pour autant, puisqu'on a un parterre de participants qui sont, comme vous avez indiqué tout à l'heure, des CEO et qui ont besoin d'être rassurés, est-ce qu'on est dans une situation qui est grave pour la Côte d'Ivoire? À mon sens, alors, et ça n'engage que moi, à mon sens, oui. Est-ce que nos organisations seront capables de faire face à cette situation-là? À mon sens, encore, oui. Est-ce qu'elles sont outillées aujourd'hui? Non. Clairement, non. Mais elles ont un atout, elles ont une chance, c'est que pour l'instant, elles ne sont pas forcément la cible de groupes Tout à fait, cybersécurité qui sévissent partout dans le monde. Pas toutes, parce qu'il y a des organisations qui sont, elles, beaucoup plus visibles et qui ont déjà été attaquées en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est légion dans les journaux en Côte d'Ivoire. Ces organisations ont été déjà attaquées. Elles ne communiquent pas forcément toujours, mais il y a eu des cyberattaques avec des montants qui ont été perdus pour ces organisations-là. Donc, oui, il y a une partie de la population, des entreprises du pays qui subissent les impacts de la cybersécurité. Pour autant, on va dire le volume le plus important de nos entreprises ne sont pas ou ne sentent pas encore la menace. Mon conseil, ou le conseil d'EY, c'est préparez-vous. Dans la préparation, vous aurez beaucoup plus d'éléments de résilience quand surviendra les attaques. Un peu surpris et vous ne serez pas forcément préparé à vous défendre ou à rebondir ces attaques-là. Vaut mieux commencer dès maintenant à se préparer à tout ça. Donc, vérifier quelles sont vos capacités en matière de ressources humaines et éviter les écueils de beaucoup d'organisations qui achètent de la technologie au lieu d'acheter de la compétence en matière de cybersécurité. On peut acheter autant de technologies qu'on veut. Si on n'a pas mis en place tous les process, l'organisation, les humains qui vont avec, ça ne marchera pas. Donc, prenez le temps d'associer ces deux éléments-là, technologie et compétences, et ensuite, quand il y aura des attaques, même si elles sont très évoluées, celles qui vont être victimes, les organisations, j'entends, qui vont être victimes, seront celles qui ont été à la traîne. Démarrer par quelque chose. La sensibilisation, c'est un des axes. tout à fait. Donc, je ne veux pas que ce soit plutôt vu comme étant quelque chose de pessimiste comme message. Non. Le message, c'est nous ne sommes pas prêts aujourd'hui pour faire face à des gros groupes cybersécurité qui voudraient nous attaquer. Par contre, on va dire merci à Dieu. Ils n'ont pas encore dans leur scope la Côte d'Ivoire ou les entreprises ivoiriennes. Ça va venir. Nous sommes en train de progresser. Donc, utilisons la cybersécurité comme étant un catalyseur de la transformation numérique qu'on veut faire en Côte d'Ivoire. Okay. Ça permettra d'aller plus loin. On va installer cette confiance-là et on va développer de manière naturelle
à la fois les investissements dans le secteur du numérique, dans le secteur de la cybersécurité, il y aura forcément plus d'organisations. Et les organisations qui voudront se digitaliser vont se sentir beaucoup plus à l'aise d'aller vers ce sujet-là parce que l'environnement sera sain. Ok. Mais de façon factuelle, là je parle en tant qu'acteur du patronat de Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut bénéficier d'outils de auto-assessment de notre niveau de sécurité pour pouvoir après derrière faire appel à du point de vue, je dirais, des banques ou bien de l'État, un indicateur de sécurité d'entreprise ne serait pas un facteur je dirais, de motivation supplémentaire pour qualifier les entreprises qui font l'effort dans cette société numérique digitalisée de se mettre aux bonnes pratiques pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les positionner. Parce que compte tenu des enjeux, compte tenu de la data qui est au cœur de ce qu'on est en train de faire et de la fragilité, je pense que si on ne met pas la carotte, du moins pour avoir la carotte, si on ne met pas le bâton, ça va être un problème. Donc moi, je pense que quand on a voulu lancer des campagnes pour améliorer la qualité au niveau des entreprises, dans les cercles de qualité, tout ça, on a mis des indices de qualité dans nos entreprises. C'était des référentiels de bonnes pratiques. Les entreprises pouvaient faire des évaluations en ligne pour savoir leur niveau et puis après, derrière, faire appel à de la compétence pour les accompagner dans leur processus de certification ISO. Je pense que la sécurité, le numérique procède de la même manière. Et je pense que le patronat sent le besoin de le faire, mais est-ce que vous avez les outils pour nous accompagner de façon massive? Quand je dis vous, je ne dis pas EY. Pas forcément. EY a les outils, mais alors peut-être que je vais voir après peut-être que c'est voilà. Même si nous on a développé, sans vouloir faire notre publicité. Vous avez cité tout à l'heure un référentiel ISO. Il existe le même type de référentiel dans le domaine de la sécurité, l'ISO 27001. Ouais, bien sûr. Il y a énormément d'entreprises, et nous accompagnons des entreprises en Côte d'Ivoire qui ont voulu vérifier leur niveau de maturité. Ça fait 3 ans et demi que je suis en Côte d'Ivoire. On va redémarrer l'audit pour une organisation qui a un pignon sur rue, qui, comme on dit, qui est dans le courant de notre vie. C'est ce que j'ai appris en arrivant à Abidjan. On va redémarrer des audits pour ces organisations-là pour pouvoir s'assurer de leur capacité à toujours donner le service pour lequel ils sont rémunérés et payés aux Ivoiriens. Parce que ces organisations ont compris qu'elles avaient besoin de savoir où elles en étaient et faire les investissements pour protéger leurs actifs. La cybersécurité permet de protéger les actifs des organisations. Donc, ce self-assessment, ça existe. Vous pouvez trouver des choses sur Internet. Il y a le référentiel ISO qui est une bonne base déjà. Après, si vous voulez des outils faciles à utiliser, nous, on a développé des outils en ligne qui permettent aux organisations de le faire elles-mêmes. Et c'est parce qu'on est dans la logique d'amélioration continue. On le faisait nous-mêmes déjà pour les entreprises. Maintenant, on a développé un outil qui est accessible. Bon, il y a un droit d'accès, bien évidemment. Et tout le monde pourrait y accéder et faire sa propre auto-évaluation. Après, il y aura certainement besoin d'expertise métier pour pouvoir aller plus loin dans les sujets. Tout à fait. Donc, ça existe. Sous nos cieux, peut-être qu'il y a des organisations locales qui peuvent développer le même type d'outils. Ce n'est pas très compliqué. Et ça permettrait encore à l'État d'aller encore plus loin dans son action. Mais ça, c'est d'un point de vue entreprise privée que je parle. Je vais rebondir sur Monsieur le ministre. Est-ce que c'est important pour construire nos champions, parce que c'est votre ambition, c'est l'ambition nationale, est-ce qu'on ne doit pas faire ces parcours pour des entreprises, privilégier les entreprises qui ont fait leur due diligence sur ces sujets qui sont au cœur du développement de notre économie? Déjà, la première chose que je pense, c'est que les entrepreneurs sont responsables. Tout à fait. Et ils ont une bonne maîtrise des risques de leur entreprise. Maintenant, après, on pourra dire que la sécurité n'a pas de prix, peut-être, mais sans vouloir vexer personne, celui qui a sa boutique au coin de la rue, qu'on appelle chez nous éventuellement le Mauritanien, et puis la grande banque, ce n'est pas la même sécurité. Et celui qui va voler, on ne va pas prendre un fusil pour tuer une mouche. Donc il faut avoir la sécurité adaptée par rapport à sa capacité, à ses besoins et à ses revenus.
Donc, je sais qu'il y a des standards de se dire la sécurité, c'est tel coût par rapport au chiffre d'affaires, par rapport aux bénéfices. Donc, on peut aller vers cela. Mais il faut trouver le type de sécurité adapté par rapport au type d'entreprise. Ça, c'est le premier point. Le second point, bien évidemment, l'État vous demande de vous protéger. Vous devez vous protéger. C'est vrai qu'on parle souvent de sécurité logique, mais il faut réussir à faire le parallèle entre la sécurité logique et la sécurité physique. Quand vous avez votre domicile, bon, il y a, nous qui sommes moins âgés maintenant, plus âgés maintenant, excusez-moi, à l'époque, on avait des maisons, on avait des cours où il n'y avait pas de clôture. Où entre nos voisins et nous, on passait librement, tu es chez toi, ici, après tu vas chez ton voisin, tu manges, ainsi de suite. Ce sont des choses, enfin, il n'y a pas des cours communes, mais qui existent de moins en moins, parce que les gens se sécurisent en clôturant leur maison. Donc cette même clôture que vous mettez physique pour votre maison, il faut réussir à la mettre aussi du point de vue logique, soit pour votre espace personnel, soit pour votre espace professionnel. Donc le rôle de l'État, c'est vraiment de sensibiliser, et j'ai bien aimé tout à l'heure la chose de sensibilisation sur qu'est-ce que vous devez faire. Et bien évidemment, l'État aussi vous demande de protéger vos actifs, puisque une entreprise qui va faire des revenus, elle doit les protéger. Parce que bon, même si on pourra dire que les Ivoiriens n'aiment pas payer l'impôt, nous on a besoin de vos impôts, parce que ce sont vos impôts qui nous permettent de faire vivre la République, de créer tout ce que vous créez, tout ce qu'on crée. Donc voilà, donc on a besoin que vous sécurisez vos actifs. Donc vraiment, moi, sans vouloir alarmer, je ferais vraiment le parallèle entre la sécurité logique et la sécurité physique. Parce que c'est vrai que quand des fois on dit cyber, on peut le penser à quelque chose qui n'existe pas réellement, de quelque chose de virtuel. On est vraiment sur du réel. Parce que votre argent que vous avez sur votre compte en banque, ça dépend de ce que chacun a, mais on va vraiment compter les milliers de francs CFA, bien les pièces qu'on a là-bas. Bon, on sait qu'on a tel montant et on va être sûr que ces actifs-là sont sécurisés. Donc c'est bien pour cela qu'on vous dit, sécurisez-vous et nous aussi on sécurise, parce que bien évidemment on doit garantir, comme je disais tout à l'heure, un cyberespace de confiance, un cyberespace sécurisé. Et donc dans toute la loi qu'on veut mettre en place, c'est bien évidemment de pouvoir faire que chacune des entreprises puisse s'auto-assesser, puisse s'auto-sécuriser, puisse s'auto-auditer, afin de s'assurer que, bien évidemment, les actifs sont protégés et que quand derrière on passe nous faire nos revues fiscales et autres, on soit sûr que les actifs sont présents et puis que chacun prenne sa part, que les propriétaires d'entreprises prennent leurs bénéfices et que l'État soit rémunéré pour tous les services qu'il apporte à la population et aux entreprises. Donc, je ne sais pas si je peux résumer comme ça ainsi, mais c'est de cette manière-là que j'aimerais plutôt imager afin qu'on soit sur des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus factuelles. Ok, merci. Donc, on va passer aux échanges dans les 30 dernières minutes qui nous restent avec vous. Vous vous présentez, vous posez une question, pas 10 questions, et vous demandez, vous dites à qui vous voulez poser la question, et puis je pense que ça va aller. On peut avoir un micro-baladeur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait retracer quand quelqu'un a été victime d'une cyberattaque? Je dis oui. Je l'ai dit tout à l'heure, la première chose, il faut porter plainte. Il faut porter plainte de ces cas-là, parce qu'aujourd'hui, il existe une police scientifique qui est bien outillée, avec des experts. On travaille constamment avec eux. Et c'est vraiment un plaisir, en tout cas, pour nous de collaborer avec eux. Et donc, aujourd'hui, de manière autonome, puisqu'il y a tout ce qui est à voir avec les données à caractère personnel, etc. Donc, c'est très bien encadré. Mais dès l'instant où vous avez subi un préjudice, vous pouvez porter plainte, vous devez porter plainte. Et sur la base de cette plainte-là, nous sortons un certain nombre d'éléments, tout ce dont la police scientifique ou tout ce dont ces autorités-là ont besoin pour pouvoir faire les différentes investigations. Et je peux vous dire, je ne donnerai pas des détails, mais je peux vous dire qu'on a énormément de cas qui sont gérés très rapidement, dans un délai de moins de 10 jours, où on arrive à remonter des cas, des filières.
En plus de ça, le simple fait de justement travailler avec ces polices-là, ils ont une vue justement sur tous les différents réseaux. Ils travaillent avec les confrères de la place, ce qui fait qu'ils ont la capacité de coller les dots, de connecter certaines informations pour aller encore plus vite vers des solutions. Je pense que c'est une opportunité massive qu'on a avec le numérique, justement de résoudre de plus en plus de cas. Et donc, moi, mon point, c'est vraiment que les responsables d'entités, vraiment, la première chose qu'ils doivent faire, porter plainte, revenez vers, voilà, pour qu'on puisse très rapidement trouver des coupables. Voilà. Monsieur Ebi. Est-ce qu'on pourrait retracer quand quelqu'un a été victime d'une cyberattaque? Je dis oui. Je l'ai dit tout à l'heure, la première chose, il faut porter plainte. Il faut porter plainte de ces cas-là, parce qu'aujourd'hui, il existe une police scientifique voilà, qui est bien outillée, avec des experts. On travaille constamment avec eux. Et c'est vraiment un plaisir, en tout cas, pour nous de collaborer avec eux. Et donc, aujourd'hui, de manière autonome, puisqu'il y a tout ce qui est à voir avec les données à caractère personnel, etc. Donc, c'est très bien encadré. Mais dès l'instant où vous avez subi un préjudice, vous pouvez porter plainte, vous devez porter plainte. Et sur la base de cette plainte-là, nous sortons un certain nombre d'éléments, tout ce dont la police scientifique ou voilà, tout ce dont ces autorités-là ont besoin pour pouvoir faire les différentes investigations. Et je peux vous dire, hein, je ne donnerai pas des détails, mais je peux vous dire que on a énormément de cas qui sont gérés très rapidement, dans un délai de moins de 10 jours, où on arrive à remonter des cas, des filières. En plus de ça, le simple fait de justement travailler avec ces polices-là, ils ont une vue justement sur tous les différents réseaux. Ils travaillent avec les confrères de la place, ce qui fait qu'ils ont la capacité de coller les dots, de connecter certaines informations pour aller encore plus vite vers des solutions. Je pense que c'est une opportunité massive qu'on a avec le numérique, justement de résoudre de plus en plus de cas. Et donc, moi, mon point, c'est vraiment que les responsables d'entités, vraiment, la première chose qu'ils doivent faire, porter plainte, revenez vers, voilà, pour qu'on puisse très rapidement trouver des coupables. Voilà. Monsieur Ebi. Oui, il y a des outils de forensic, on appelle ça du forensic cyber, ça existe, il y a des outils qui existent, mais il y a un élément qui est primordial, il y a même des organisations en Côte d'Ivoire qui travaillent à aider à recouvrer, en tout cas à retrouver les personnes qui sont à l'origine de cyberattaques. On n'en a pas parlé, mais il y a la DITT. Ils ont une division avec un détachement de la police qui travaille avec des équipes de la RTCI pour pouvoir retrouver un certain nombre d'informations. Ces équipes-là sont des équipes spécialisées qui peuvent avoir un certain nombre d'infos sur les personnes qui auraient essayé d'attaquer ou qui auraient réussi à attaquer vos organisations. Ça c'est le cadre. Et ces organisations ont, comme je disais, les bons outils. Une chose est de pouvoir retrouver les traces, une autre est de pouvoir ensuite arriver en justice et demander réparation. Donc il ne faut pas prendre n'importe quelle organisation pour vous accompagner, pour faire ça, parce que si les preuves ne sont pas collectées de la bonne façon, les juges ne vont pas les prendre en compte, et donc votre plainte n'ira pas plus loin qu'une plainte que vous pourrez faire à votre ami dans votre salon. Donc accompagnez-vous des bonnes équipes. Je vais arrêter de faire la publicité d'EY, je ne parlerai pas du fait qu'on sait faire ça, même si on le fait aussi. Mais les équipes ne sont pas basées en Côte d'Ivoire, pour le coup. Pour répondre à la première question sur les secteurs qui étaient menacés de cybersécurité, on a fait plusieurs webcasts pour parler de tout ça. Il n'y a pas un secteur en particulier qui est plus menacé que les autres. Évitez de penser que vous êtes dans un secteur qui n'intéresse personne, donc vous n'avez pas de risque. C'est faux. Votre secteur, c'est surtout vos données qui vont intéresser les gens. Donc les cyberattaquants qui viendront vers vous, ce sera parce que vous avez des données qui les intéressent, pas par rapport à votre secteur. Pour la petite histoire, je pense que vous ne le savez peut-être pas, mais votre carte bancaire, monsieur,
coûte 13 000 francs CFA sur des sites Internet. Et si demain, j'ai envie de... Enfin, pas moi. Si demain, un cyberattaquant a envie de récupérer des cartes bancaires qui fonctionnent, il n'aura qu'à dépenser 13 000 francs CFA. Que 13 000 francs CFA. Et ça ne dit pas quel est le montant qui est sur la carte. C'est le coût d'acquisition. Donc, ce n'est pas lié à un secteur. C'est vrai, les banques, les assurances sont les plus ciblées parce que c'est un gain immédiat. C'est rapide, ça semble facile, mais ça prend du temps aux cyberattaquants de pouvoir prendre la main sur les banques parce qu'elles aussi, elles ont compris qu'elles étaient très souvent attaquées, donc elles ont mis en place des mécanismes de défense. En général, on va toujours vers l'endroit qui est le plus facile à accéder. Donc si les banques sont devenues robustes, ben, les prochaines cibles, ce sera tous les autres secteurs. Donc préparez-vous dès maintenant. Ne considérez pas que les autres secteurs vont être la cible et vous allez pouvoir continuer à vivre tranquillement. Ça viendra chez vous aussi, sans vouloir vous effrayer. Et puis pour l'Afrique, en disant que c'est parce qu'on n'est pas solvable, non, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Si on n'était pas solvable, je ne pense pas que des banques internationales allaient nous prêter de l'argent. C'est parce qu'ils considèrent qu'on est capable de rembourser qu'ils nous prêtent de l'argent. Après, on prend le temps pour rembourser, c'est pas très grave. Mais on est solvable. On a des ressources qui permettent de justifier qu'on nous prête de l'argent. Est-ce que 2 milliards de francs CFA pour vous, c'est élevé? Est-ce que 2 milliards de francs CFA pour vous, c'est élevé? Il y a des entreprises en Côte d'Ivoire qui ont perdu 2 milliards de francs CFA. Je ne sais pas si toutes les organisations ici ont des chiffres d'affaires en fonction de la taille de votre organisation qui dépasse les 2 milliards. Mais si vous perdez 2 milliards de francs CFA en tant qu'entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, je suis sûr que vous allez considérer que ça commence à être très, très important pour vous. Okay. Donc, ne regardez pas le fait qu'on soit solvable ou pas. 2 milliards, c'est 2 milliards. C'est beaucoup d'argent pour tout le monde. Même 100 000, pour moi, c'est énorme. Je n'aimerais pas les perdre. Donc, ne regardez pas le fait que nous soyons des pays plus petits, pas forcément riches, qui fait que les cyberattaquants ne nous attaquent pas. C'est juste que les gros groupes de cyberattaquants ont des cibles qui sont différentes des nôtres. Demain, quand ces pays-là seront encore mieux outillés, ben, ils vont aller vers le maillon faible, et ça va être nous. Et ils vont tout prendre. Donc, vaut mieux être prêt, et comme ça, ils prendront quelque chose, mais pas tout. Ok, voilà. On sera prêt là. On va ouvrir la deuxième cohorte parce qu'on est presque à la fin. Trois questions, madame. À l'étranger. On héberge à l'étranger. C'est ça. Voilà. Donc c'est toute la stratégie cloud que les entreprises peuvent avoir. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Alors, il y a plusieurs écoles. Hein, mais sachez, madame, qu'il y a une certaine époque où on demandait à toutes les organisations d'internaliser leurs serveurs. Ensuite, l'époque a changé parce qu'on a besoin de plus de capacités. On a demandé d'externaliser. Il y a des grands groupes qui existent dans le monde qui permettent de faire ça bien et de manière sécurisée. Pour moi, ça ne pose aucun problème. Après, si vous parlez de souveraineté des données, là, c'est autre chose. Ici, l'État de Côte d'Ivoire décide de mettre ces données dans le data center d'un opérateur type Amazon. Bon, mon avis, c'est que ça peut porter préjudice, en tout cas à la souveraineté. Après, aujourd'hui, en termes de capacité, on ne les a pas forcément encore toujours dans nos États. On n'a pas encore de ressources de data center qui permettent de faire ça en Côte d'Ivoire. Il y en a dans les pays limitrophes. Ça commence à arriver en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si on a les capacités pour couvrir tout le monde. Mais il y a des projets en cours pour pouvoir faire ça chez nous. Okay, voilà. Super. La question du monsieur. La question, c'est le ministre qui va répondre à ta question. Non, lui, il va répondre et après, on va laisser au ministre. La deuxième question. Oui, est-ce qu'il faut avoir peur du digital? Oui. Non, tout à l'heure, j'ai dit qu'on devait utiliser la cybersécurité comme un catalyseur dans la transformation numérique. Donc, et puis, je pense qu'on ne peut pas ne pas aller vers le digital. Covid nous a montré qu'on devait aller vers ce type de solution-là. Donc, comme c'est quelque chose qui s'impose à nous, mettons les moyens pour que ça puisse fonctionner de manière la plus optimum possible pour toutes les organisations que vous dirigez. Okay. Sur les infrastructures critiques qui sont les infrastructures télécom, les infrastructures énergétiques, infrastructures éventuellement d'eau et autres,
bon, il y a quand même la sécurisation apportée par les différents opérateurs et l'État aussi aide. Donc c'est vrai que dans le domaine du numérique, de la sécurité, tout ce qui se fait ne se dit pas. Donc j'ai exprès pas voulu parler de la DITT ou même de la PLCC, qui est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Donc, et je peux vous dire que quand on prend l'État de Côte d'Ivoire, si on se compare avec nos voisins, nous ne sommes pas mal structurés, nous ne sommes pas mauvais, mais c'est un domaine dans lequel il faut être très modeste. Donc il ne faut jamais s'estimer trop fort, parce que je ne vais pas dire quelque chose aujourd'hui, puis qui ferait que demain, on subisse une attaque, on dit voici ce qu'il avait dit. Donc c'est un domaine qui apporte beaucoup de modestie, mais c'est vraiment l'amélioration permanente. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que les gens ne nous attaquent pas, mais pourquoi dites-vous que les gens ne nous attaquent pas? Ils nous attaquent peut-être, et peut-être qu'on est sécurisé, peut-être qu'ils essaient, ils n'arrivent pas. Celui qui attaque, qui ne réussit pas, ne dit pas je vous ai attaqué. C'est qu'il réussit qu'on sait. Voilà, donc moi j'étais dans des organisations où on était attaqué, et puis après les gens ne restaient pas de nous attaquer. Mais chaque jour, on voyait les attaques arriver et qu'on avait comme on était protégé. Donc ne soyons pas que pessimistes, ne soyons pas trop optimistes aussi, parce que l'erreur est vite arrivée. Mais ce que disait tout à l'heure mon frère, c'est que c'est sur toutes les affaires de façon critique, la méchanceté. Mais il y a des, par exemple, quand on a pris celui qui a fait, quand Ben Laden a pris aller tomber les tours là aux États-Unis et le Pentagone, il n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Bon, s'il n'est pas venu, c'est qu'il n'a pas forcément d'intérêt, mais il aurait pu. Donc, on attaque chacun par rapport aussi à la rancœur ou la haine qu'on peut avoir contre cette personne-là. Ou bien quand je parle de personne, en tant que personnalité morale, en tant qu'État. Donc, soyons modestes, continuons à travailler et à respecter, donc, comme on dit, les trois intervenants, toute la capacité qu'on doit avoir pour se sécuriser. Mais ne disons pas aussi que nous sommes mauvais, parce que je pense que nous avons des gens qui sont bons et qui font de très belles choses chaque jour. Et je pense que ce que m'a dit Madame Aoui tout à l'heure, c'est quand on a un attaqué, c'est comme un vol physique. Il y a des instances, il faut aller porter plainte, et puis il y a toute une police scientifique qui peut aider. Il y a peut-être tout de suite la notion d'entreprise, et puis après, il y a une loi aussi, où il y a de la justice qui permet aussi de réparer les préjudices, qui n'est pas forcément toujours à niveau aujourd'hui, mais nous allons faire en sorte que dans quelques temps, elle soit vraiment bien à niveau. Donc voilà ce que je peux dire pour répondre à la question. Écoutez, je pense que tout a été dit et clairement énoncé dans ce panel. L'élément clair, c'est que justement la digitalisation, elle est là, qu'on le veuille ou qu'on le... Voilà, c'est quelque chose avec lequel on vit. C'est quelque chose qu'on a amené jusque dans le plus petit village, en fait, au nord, et qui apporte énormément de bénéfices pour les populations, pour les clients. Et donc, c'est à nous, hein, parce que je pense qu'on est dans ce business pour pouvoir servir des clients et pour pouvoir servir des clients sur tout le territoire national, différents, qui sont dans différentes couches, qui sont plus ou moins éduqués en matière de cybercriminalité, en matière de digital. Donc, c'est notre rôle en tant qu'entreprise. Et j'insiste là-dessus parce que c'est un pilier fondamental d'éduquer, de former, d'éduquer donc nos clients, de former nos collaborateurs et de mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir sécuriser ce monde digital-là. Nous le faisons constamment, et c'est quelque chose que nous continuons de faire. Comme Monsieur le ministre l'a dit, on essaie donc d'être assez modeste et de ne pas nécessairement donner toutes les pistes sur ce qu'on fait. Et c'est quelque chose absolument de permanent et qui a besoin d'être pris d'être pris en compte dès le premier jour, dès aujourd'hui, si ce n'est fait, mais en tout cas, et d'y consacrer en tout cas de l'énergie, parce que nos clients, nos populations méritent en fait le bénéfice là, de ce monde digital et connecté. Merci. Oui, le sujet a été posé dès le départ par Monsieur le ministre, hein, bâtir la confiance. On le voit bien, ça passe par du capacitaire, des compétences, une méthode et puis de l'amélioration continue. Je reviendrai à ce que je disais tout au début. Ce danger, surtout quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant d'une entreprise,
On est cerné de danger, on est cerné par des responsabilités, et tout ce qui nous entoure, on doit le transformer en opportunité. On doit être dynamique, agile. C'est le cas de la cybersécurité. La cybersécurité devient un levier de construction de confiance. Et la meilleure des réponses, c'est véritablement, pour le coup, en matière de cybersécurité, d'anticiper. Être toujours en mouvement et dans l'action. Je crois que c'est le propre des entrepreneurs. Nous, chez EY, ce qu'on dit pour les organisations, pour pouvoir construire votre résilience, il faut 1. Anticiper, 2. Résister, et 3. Répondre. Anticiper, on l'a déjà plusieurs fois dit, c'est avoir la capacité de savoir ce qui pourrait arriver avant. Résister, c'est construire les mécanismes de défense, tout ce qui est hygiène numérique que vous devez mettre en place. Et répondre, c'est être prêt quand ça va arriver, quand l'attaque va arriver, et réduire au maximum l'impact de l'attaque sur votre organisation. Si vous arrivez à mettre en place ces 3 piliers-là, vous allez construire la résilience de votre organisation. Et tout ce qu'on vous souhaite, c'est faire ça. En tout cas, merci. Les échanges étaient riches et intéressants. Je vais rebondir pour conclure sur la question qu'a posée le frère, là, sur savoir si, à cause des risques de sécurité cyber, il ne faut pas être moins digitalisé. Bien au contraire. Bon. C'est vrai que quand il n'y a pas de véhicule, peut-être qu'on n'était pas tous nés ici, on sait qu'il n'y a pas d'accident de voiture. Mais on a eu besoin des véhicules pour aller encore plus vite. Quand il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'accident d'avion. Mais aujourd'hui, on voit que l'avion, malgré quand un avion tombe, il y a 700 passagers, ça fait 700 morts, mais l'avion est plus sûr que la voiture. Et je suis persuadé que c'est vrai qu'on ne fait pas forcément le parallèle des coûts entre les vols physiques et les vols logiques, mais je suis persuadé que si on faisait le parallèle des coûts, on est encore plus en danger en physique qu'en cyber. Parce que moi, en cyber, c'est dur de tuer l'autre par un ordinateur. On peut juste voler. Et puis voler, si on est bien organisé, on sait réparer. Donc, je pense qu'au contraire, il faut aller plus loin dans le digital. Parce que bien évidemment, je suis sûr que les entreprises ont digitalisé pour lutter contre les risques physiques. C'est ce qui a créé le logique. On a des risques logiques aujourd'hui. Donc il fallait encore beaucoup plus loin et il faut encore se sécuriser par tous les dispositifs de cybersécurité. C'est ce qui va nous permettre de gagner. Et je crois qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, on fait beaucoup de choses. On est encore loin dans le digital par rapport à beaucoup de pays. En Côte d'Ivoire, on n'a pas pris du retard, mais parce que dans le secteur privé, je pense que le secteur privé est très dynamique au niveau du digital. C'est sincèrement très dynamique. Le public, moins, parce qu'on a toute une administration à connecter, à digitaliser. Mais il ne faut pas s'arrêter. Et bien de contraire, il fallait encore beaucoup plus vite. Et je pense que c'est le pari gagnant de cette Côte d'Ivoire digitale, de cette Côte d'Ivoire connectée que nous voulons construire. Et nous comptons vraiment sur vous, sur le secteur privé, pour construire cela. Donc voilà ce que je pouvais dire pour conclure. Merci, je vous demande d'ovationner les panélistes. Ouais. Monsieur le ministre, on vous remercie pour votre disponibilité parce que depuis 3 heures, 4 heures de temps, le ministre est avec nous. C'est pas simple. Donc merci pour les prestations. Merci à Monsieur Ebi, merci Léonard, merci Madame Ahui. Et puis à bientôt. Osez le digital.